Il est 10h04 sur Alger Chain 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes en direct, évidemment, avec vous jusqu'à 11h. C'est votre émission, ça vous concerne, avec toujours la même équipe aux commandes. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro, Nahla Bekralas. On est le mardi 18 février. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin au syndrome du bébé secoué. Une maltraitance qui pourrait être mortelle. Comment reconnaître ce type de maltraitance chez le nourrisson? Comment prévenir cette maltraitance également? Est-ce qu'elle est reconnue chez nous comme étant une maltraitance? Pour répondre à nos questions ce matin, nous recevons la présidente de l'Association nationale de planification familiale, Madame Brahimi El Khamsa, qui est aussi sage-femme, tabacologue et donc, je le disais, présidente de l'Association de planification familiale. Ça vous concerne, le bébé secoué, c'est notre thème ce matin. Restez branchés, on revient dans quelques instants. Il est 10h08 sur Alger Chain 3. Bienvenue à toutes et à tous dans votre espace. Ça vous concerne. Bienvenue à notre invitée, Madame Brahimi El Khamsa, sage-femme, présidente de l'Association nationale de planification familiale. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Nahla. Bonjour à toute l'équipe de la Chaîne 3. Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Donc, encore une fois, je me présente, je suis Madame Brahimi El Khamsa, présidente de l'Association algérienne pour la planification familiale. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est un tabou, que ce soit en Algérie ou ailleurs, le syndrome du bébé secoué, acronyme le BSB. Alors, qu'est-ce qu'on entend justement par le syndrome du bébé secoué? On entend du bébé secoué. Le syndrome du bébé secoué désigne un traumatisme cérébral, non infligé à un nourrisson. Oui. Mais maintenant, on peut aller du nourrisson, c'est-à-dire du nourrisson de 2, mais on peut aller jusqu'à 4 ans. On ne parlera plus de nourrisson par la suite. D'un enfant en bas âge. Oui, le premier âge. Oui. Donc, on parle de cela. C'est une forme de violence. Oui. C'est une urgence médicale. Le syndrome du bébé secoué est méconnu. On ne le connaît pas, on ne sait pas exactement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de visible. Oui. Donc, je vais un petit peu vous expliquer. Le cerveau d'un nouveau-né ou d'un enfant jusqu'à l'âge d'une année est beaucoup plus... la tête du bébé est beaucoup plus importante par rapport au poids du bébé. Oui. Les muscles sont immatures, les muscles ne sont pas bien développés, ce qui fait que l'enfant ne retient pas sa tête. Oui. Nous avons un petit cerveau qui, à la naissance, il a la grosseur d'un pois chiche, qui se retrouve enfermé dans une boîte crânienne. Oui. Chaque fois qu'on secoue ce bébé, le petit cerveau va cogner d'avant vers l'arrière. Chaque secouement va provoquer des petites hémorragies. Ces petites hémorragies sont irréversibles. Et plus le secouement est important, plus il y aura des séquelles très importantes au niveau du cerveau. Donc, comme je leur dis, on ne secoue pas un bébé, mais on peut secouer un biberon. Donc, ça fait partie de la maltraitance. Ça reste tabou, pourquoi? C'est irréversible. Irréversible. Madame Brahimi, il suffit qu'on le secoue une fois que les lésions oui, interviennent. À partir du moment où il y a une lésion au niveau du cerveau, même si elle est minime, il y a des dégâts. Et c'est irréversible, on ne peut pas rattraper cela. Qu'est-ce que ça entraîne? Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Tout dépend de la force avec laquelle on secoue. Oui. Lorsque, vous allez me demander d'abord, pourquoi secoue-t-on un bébé? Oui. Alors, pourquoi on secoue un bébé? Un bébé, un nourrisson, il a le droit de pleurer 2 à 3 heures. Et les heures les plus importantes où le thermomètre monte, c'est en début de soirée. Alors, il y a un couple, surtout les jeunes couples, les jeunes parents. Donc, le papa veut se reposer, l'enfant se met à pleurer, on essaye de le calmer et plus on essaye, plus il est perturbé, il va pleurer. Oui. Les parents excédés vont faire le geste irréparable. Prendre l'enfant
Voilà la position dans laquelle on maltraite. Oui. Donc, on se scoute. Tais-toi. Oui. On oublie que ce petit cerveau va aller d'avant en arrière. Et chaque fois, à chaque secouement, il y a des petits vaisseaux qui sont en train de saigner. Et chaque petit vaisseau, c'est irrécupérable. Il est inversible. Maintenant, on essaye. Il y a des façons par lesquelles on peut calmer un bébé. Oui. Donc, on est là. Nous, on est là, pas pour un cours médical. Nous sommes là dans la prévention, dans la sensibilisation, parce que le syndrome... C'est important d'expliquer, parce que peut-être que ça paraît anodin, que ça paraît sans conséquence de secouer son enfant. Non, il n'y a pas que ça. Oui. Donc là, je parle du nourrisson, le bébé secoué. Oui. Donc, elle le secoue. On essaye de le calmer en le secouant. Et finalement, on essaye de le calmer, excédé. Oui, excédé. On n'arrive plus à se contrôler. Oui. Le père va dire, moi je vais dormir, je suis fatigué, demain matin je me lève à 4 h du matin ou je me lève à 7 h du matin. La mère, elle est fatiguée et ils ont tout fait pour calmer ce bébé. Mais ce bébé, il a droit de pleurer. Oui. C'est sa façon de s'exprimer. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a chaud. Oui, donc peut-être qu'il est mouillé, il faut le changer. Les parents vont essayer un petit peu de le calmer, mais ça reste toujours, l'enfant pleure toujours. Oui. Donc je vous dis encore excédé, que faut-il faire? C'est simple, c'est de sortir de la pièce, de laisser bébé en sécurité dans son lit, pour éviter la couverture ou là pour qu'il n'étouffe pas, de fermer la porte, d'aller respirer. Les parents doivent aller respirer à l'extérieur, se détendre, et l'enfant va pleurer un petit peu, il va finir par se calmer. Il vaut mieux le laisser pleurer. L'irréparable sera évité. Très bien. Il vaut mieux le laisser pleurer il tranquillement, en sécurité, dans son comme lit, vous le dites. Oui, sécurisé. Et sortir prendre l'air, un peu se détendre un peu. Absolument. Absolument. Et il va finir par se calmer, il va finir par s'endormir. Là, je parle du nourrisson. On dit souvent qu'en laissant le bébé pleurer, c'est pas bon pour lui, il faut rester avec lui, il faut le prendre dans ses bras. Il vaut mieux le laisser pleurer. On le prend on peut le prendre dans les bras, mais lorsque les parents sont excédés, comme vous le dites, ne sont pas, ils sont détendus. Oui, bien sûr, une petite caresse. Sur le dos. Ça le calme, Une petite caresse sur le ventre. Mettre une écharpe. Parce que comme il est... Il aime bien être enveloppé. Comme s'il était emmailloté. Vous savez, dans le temps, on emmaillotait les enfants, surtout le soir, et ils passaient une excellente nuit. Le fait de sentir l'odeur de sa mère, le fait de la chaleur va le calmer. Mais quand on est l'enfant, le nouveau-né ou l'enfant ressent lorsque nous sommes excités, nous sommes énervés. Même un enfant qui est dans l'utérus, lorsque la mère elle est perturbée, lorsqu'elle est en colère, le fœtus ressent. Oui, parce qu'il y a une étude qui a été faite. Donc, on le calme, une petite caresse sur l'abdomen, sur le dos. Là, nous, les parents, ils sont zen. Mais lorsque les parents sont excédés, impossible. L'enfant va continuer à pleurer et ça va aller crescendo. Et là, on va arriver à l'irréparable. Alors, le syndrome du bébé secoué, ça touche que des gestes intentionnels ou accidentels, ou est-ce que ça peut être prémédité, ça peut être dans le cadre d'un jeu? Non. On va y aller. Donc, je parle de 2 mois, parce que 2 mois, il y a l'horloge biologique aussi, qui est perturbée. Quand un enfant vient au monde, il inverse le jour pour la nuit, et la nuit, et la journée, il dort. Donc, c'est là que les problèmes commencent. C'est à partir de 2 mois. Absolument, de 2 mois. Maintenant, l'âge où vraiment les pleurs s'accentuent, tout ça, c'est entre 6 et 12 mois. Parce que là, il découvre. Il découvre, donc l'enfant va se mettre à pleurer, surtout le garçon. Mais on ne sait pas le pourquoi. Le garçon pleure beaucoup plus que la fille. Là, c'est ce que je viens de décrire. Maintenant, quand vous parlez d'accidentel, oui, effectivement, sans le vouloir, le fait de prendre un enfant, de le faire sauter sur ses genoux, le fait de prendre, jusqu'à l'âge de 4 ans, le fait de prendre un enfant et de le faire sauter. Balancer en l'air. Absolument.
Le fait, la maman est dans la cuisine et que ce bébé est dans une poussette et qu'elle dise à son fils ou à sa fille, qui sont un peu plus grands, s'il te plaît, essaye de le calmer. Chaque fois qu'il va d'avant en arrière, le petit cerveau risque de se blesser et on risque d'avoir l'irréversible. Donc même dans une bascule, peu importe le jeu. Oui. La balancelle. Oui. La maman qui est sur une balançoire ou le père qui est sur une balançoire et qui fait des mouvements brutaux hein, avec la balançoire. À chaque fois, ce petit cerveau va d'avant, en arrière, latéralement, de droite à gauche. Parce que c'est tout petit. Et la boîte crânienne, elle est beaucoup plus importante. Le fait de faire du jogging, d'avoir l'enfant sur le dos, porter l'enfant sur le dos et de courir, il y a des risques. Le fait de faire du jogging et de prendre l'enfant, on va se dire, bon, on va le prendre comme ça sur la poitrine. Il y a des risques. Ce petit cerveau, il est malmené, il va d'avant en arrière, il cogne. Plus on court, plus on est rapide, plus ce petit cerveau cogne à droite, à gauche, d'avant en arrière. Donc tout cela, on ne le connaît pas. Maintenant, j'avais alors la crèche. Je dirais aux mamans ou aux papas de faire très attention quand on dépose. On dépose, ce n'est pas un objet. Quand on emmène son enfant à la crèche, il faut vraiment voir, regarder l'enfant, surtout plus chez la nourrice. Cet enfant, est-ce qu'il part, il est parti, il gazouille, il sourit, il est alerte. Oui. Et vous parlez au moment de le récupérer. Avant de déposer déjà. Bien. On s'assure qu'il est bien. Absolument, rien ne manque. Oui. On récupère, alors la nourrice va vous dire « Oh, il a fait une très bonne sieste !» Oui. Il faut être vigilant. Oui, la sieste, souvent synonyme... Non, c'est pas la sieste. Oui. C'est que ce bébé a été secoué. Oui. Parce je vais vous donner après les symptômes. Oui, hein. on va y revenir. Oui, voilà. Oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut dire aux parents, avant de déposer votre enfant, et quand vous récupérez vos parents, soyez vigilants. Repérez, parce que c'est, encore une fois, c'est une urgence médicale. Ça n'attend pas. Très bien. Il est 10h19 sur Alger Chain 3. Nous parlons ce matin du syndrome du bébé secoué avec Madame Brahimi El Khamsa, qui est sage-femme et qui est présidente de l'association algérienne de planification familiale. Je vous propose de marquer une toute petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. Il est 10h24. Nous sommes heureux de vous retrouver dans votre espace. Ça vous concerne. Nous parlons ce matin du syndrome du bébé secoué en compagnie de notre invitée, Madame Brahimi El Khamsa, qui est sage-femme et qui est présidente de l'association algérienne de planification familiale. Nous avons apporté un peu la définition du bébé secoué. C'est un geste vraiment intentionnel. Qui sont les mis en cause dans cet acte de maltraitance, parce que c'est considéré comme une maltraitance. Donc oui, c'est une maltraitance envers un enfant. Oui. Ça fait partie de la maltraitance qui est punie par la loi. Donc les premières personnes, ce sont les parents. Oui. Étant donné qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas cet impact, ce que peut produire un secouement, donc nous devrions préparer ces parents à leur expliquer, en étant futur papa, future maman, futurs parents, leur expliquer qu'il y a des choses, leur expliquer le pourquoi le bébé pleure, le danger d'un secouement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le bébé pleure longtemps Oui, bien sûr. Donc, les aider dans le cheminement. Ça n'existe pas, malheureusement, chez nous, ce genre de conseils. Hélas, c'est ce que je voulais vous dire. Oui. Donc, le syndrome du bébé secoué, le SBS, donc, j'avais intervenu à la semaine de la prévention à Boumerdès, j'avais parlé du syndrome du bébé secoué. Il était question qu'on rajoute sur le carnet de santé du bébé juste une petite fiche sur laquelle nous allons donner des conseils aux parents et dire que le syndrome du bébé secoué, c'est quelque chose de très 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 grave et qui est puni par la loi, que ce soit les parents, que ce soit une tierce personne. Donc c'est important, c'est quelque chose d'important. Il vaut mieux encore un bébé qui tombe d'une hauteur de table allongée
ne peut pas se faire mal au niveau du cerveau. Il peut se faire une petite fracture, il peut mais il n'y aura pas quelque chose d'irréversible. Oui. C'est quand même une comparaison qui pourrait vraiment agir comme un électrochoc, parce que là, on parle... Il vaut mieux que le bébé tombe que de le secouer. Il tombe, il va se faire mal, mais le cerveau, il tombe, il va se faire une petite fracture, un bleu, mais la tête, le cerveau est protégé. Oui, contrairement, quand on le secoue, là, c'est des lésions, vous l'avez dit, irréversibles. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une urgence médicale. Quand le bébé est secoué, il s'agit là d'une urgence médicale, il faut l'emmener chez le médecin. D'ailleurs, il faut d'abord les symptômes. Voilà. Comment reconnaître que son bébé a été secoué? Le syndrome du bébé secoué, donc, déjà, on va prendre le moins grave. Oui. Donc, l'enfant va se mettre, fera une diarrhée, il va vomir, mais il n'y a pas de température. D'accord. Donc il faut s'inquiète. Ça alerte. Oui. Ça alerte. Il a une diarrhée, il a des vomissements, et l'enfant, comme je vous dis, qui a perdu, on sent une tristesse. Cet enfant qui gazouille, cet enfant qui... Et là, il n'y a rien, il y a un mutisme. Là, ça nous alerte. Oui. Un enfant qui a des troubles, il ne veut plus manger. Oui. On lui donne son biberon, il ne veut pas, il réagit très mal. Un enfant qui somnole, qui dort, c'est inhabituel. Un enfant qui est là, je vous dis, une poupée de chiffon, hypotonique. Oui. Ou l'inverse. Rigide. Oui, raideur des membres. Oui. Donc, tout cela nous alerte. Plus tôt on emmène l'enfant, plus tôt on va découvrir. Et le médecin, il fait un examen médical, il regarde, il ne va rien trouver, il n'y a rien d'apparent, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien du tout. Oui. Mais lorsqu'on fait une IRM, là on s'aperçoit. Ben oui, il faut pousser. Oui. Parce que parfois les parents ne vont pas dire que c'est dû, j'ai fait ceci et voilà, ils ne vont pas dire. Un peu. Oui. Donc qui doit protéger ce nourrisson? Oui. Ce nourrisson ne parle pas. Le seul, c'est un interrogatoire poussé avec les parents et un examen poussé de la part du médecin qui reçoit cet enfant. Oui. Voilà. Alors justement, ces médecins qui reçoivent cet enfant et qui détectent qu'il y a eu maltraitance, donc un bébé secoué, le syndrome du bébé secoué, est-ce qu'ils sont dans l'obligation, selon la loi, d'informer les services compétents? Ici, on n'en parle pas du tout, donc on ne connaît pas. Oui. Par contre, dans les pays européens, tout ça, à partir du moment où il y a, le pénal, c'est le pénal. Ça relève du pénal. Non, ça relève du pénal. Donc, tout dépend de qui a provoqué, même Aïkoun. Oui. La personne, il est redevable devant la justice. Oui. Parce que il ne faut pas oublier que ça va rester un enfant handicapé à vie. Très bien, on va parler justement, qu'est-ce que ça pourrait entraîner, donc un handicap? Oui, alors il y a des troubles graves neurologiques, je vous dis, handicap moteur, handicap cérébral, donc cet enfant va se retrouver dans un fauteuil roulant, cet enfant va se retrouver, il y a la cécité, il va devenir, parce qu'il y a l'hémorragie rétinienne, quand on secoue, il peut devenir aveugle, la cécité, l'enfant peut devenir sourd, l'enfant peut ne pas parler, il y a un développement psychomoteur attardé, il a du retard. Tout cela à cause d'un secouement, parce qu'on ne connaît pas l'intensité et la gravité de ce syndrome du bébé secoué. En Belgique, c'est sur le carnet de santé de la mère et de l'enfant. J'avais demandé à monsieur le directeur de la population, j'en ai parlé avec monsieur Wali, il est question de rajouter, encore une fois, monsieur Wali c'est le directeur de la population, au niveau du ministère. Et vous êtes partenaire avec le ministère? Nous sommes partenaires, oui. Donc on a demandé à ce qu'on rajoute une consultation et sensibiliser les futurs parents, surtout les jeunes parents, même les parents, même s'ils en ont 2, 3, 4, c'est un accident qui peut arriver. Oui.
Mais, encore une fois, dont les conséquences sont très graves. Et cet enfant qui est handicapé, il est handicapé, c'est malheureux. C'est une lourde charge pour la famille et pour l'État aussi. Ça, oui. Donc, d'où la prévention, d'où la sensibilisation. Et nous avons besoin de former certains. Je l'ai faite, je le dis, je l'ai faite il y a 2 ans avec le laboratoire Nespro. Je l'ai faite aux pédiatres. Eh bien, les pédiatres ne connaissaient pas. Il a fallu que Mme Brahimi parle du syndrome du bébé secoué. Ne connaissaient pas ce syndrome du bébé secoué. On ne l'apprend pas à l'école, à Non, l'université. du tout. Oui. Même en Europe, ce n'est que l'OMS, l'Organisation mondiale, ce n'est que ces derniers temps qu'on parle parce qu'il y a eu beaucoup. Parce que vous savez, dans les pays civilisés, enfin dans les pays, certains pays, ils ramènent les babysitters. Oui. Alors pour garder un enfant, oui. On ne sait pas ce qui se passe. Oui. Nous, on dépose l'enfant dans une maison où il y a une nourrice. Oui. Cette nourrice n'est pas formée. Dans les crèches, il y a des auxiliaires de puériculture, mais elles ne sont pas formées, elles ne connaissent pas. Elles peuvent le faire sans vouloir faire du mal à ce bébé. Comme on l'a dit, c'est intentionnel. Voilà, souvent. Sans vouloir. Oui. Maintenant, quand c'est intentionnel, on rentre dans la maltraitance de l'enfant, avec une grosse gifle, avec un truc malmené, avec ça rentre, c'est autre chose. Oui. Nous sommes là pour faire de la prévention. Nous sommes là pour alerter. Nous sommes là pour sensibiliser surtout les familles. Parce que dans le domaine médical, on peut faire beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses, expliquer le pourquoi, mais au moins, c'est les parents, alerter les parents que c'est très, très grave. Intentionnellement, en voulant jouer avec cet enfant, on peut provoquer l'irréversible. Courir avec son enfant sur le dos, le mettre dans se balancer avec tout ça. Donc, ça peut aller à la paralysie, ça peut aller à la cécité, comme je l'ai dit, la surdité, mais il y a plus grave, ça peut aller jusqu'au décès. Oui, malheureusement. Et c'est là qu'une fois qu'il y a le décès, on ne sait pas, il est mort, on ne sait pas, il n'était pas malade, il n'avait rien du tout. Alors on va parler de mort apparente du nouveau-né, on va parler d'un arrêt cardiaque, on va parler, mais quand on va au fond, vraiment, quand on est alerté, on trouvera que ce bébé est décédé par suite d'une maltraitance qui n'est pas voulue, mais malheureusement, cette maltraitance est là. Oui. Alors comment justement le médecin traitant peut détecter qu'il y a eu maltraitance en l'absence de parents qui vont avouer cela ou la nourrice qui n'est pas là donc ils ne peuvent pas avoir ses aveux? Comment va être traité cet enfant? Est-ce qu'on va directement vers l'IRM? Comment ça se passe? On va d'abord les signes apparents. Oui. Donc je vous l'ai dit, c'est les vomissements, une diarrhée, il n'y a pas de fièvre. Cette hypotonie, cette somnolence inhabituelle, tout cela va alerter le pédiatre ou le médecin qui reçoit l'enfant. Vers ce diagnostic. Oui, mais comme on ne le connaît pas, comme on n'en parle pas, donc c'est le moment d'alerter et le corps médical et les parents et les responsables de crèche. Parce que j'ai fait, pour les directrices de crèche, je l'ai faite avec le laboratoire Nespro. J'ai fait un jour pour les crèches, le lendemain, je l'ai faite pour les pédiatres. Donc, moi, j'aimerais former, passer et faire des journées de sensibilisation envers toutes les directeurs, directrices de crèche, ces nourrices, et parler souvent à la radio, à la télé, c'est le seul moyen de sensibiliser les gens. Et j'espère, et c'est le cas de cette émission aujourd'hui, le but c'est de sensibiliser les professionnels de la santé. Donc quand on a un cas devant qui se présente et donc les symptômes que vous avez cités tout à l'heure, comment ils sont pas formés, ils connaissent pas le syndrome donc du bébé secoué. C'est pas quelque chose qu'on apprend, vous l'avez dit tout à l'heure à l'université dans le cursus médical. Alors comment ils peuvent aller directement vers ce diagnostic et pas vers un autre? Comment réagir rapidement? Parce que j'imagine que c'est dans la réaction. L'exploration. On est devant un cas de figure.
un enfant qui est ou rigide ou hypotonique, les parents vont dire il a vomi. Est-ce qu'ils pensent tout de suite à cela? Ils vont pas penser. Oui, voilà. Ils vont pas penser à cela. Mais une fois ils vont demander des radios. Oui. Cet enfant n'a rien. Et là, on va pousser. Là, on va demander une IRM. Et là, en faisant une IRM, on découvre que ce petit cerveau a été malmené, qu'il y a des hémorragies, comme il y a des hémorragies rétiniennes au niveau des trucs. Il peut aussi loucher. Oui. Subitement, on regarde l'enfant qui n'a pas louché et tout ça, subitement, cet enfant, il a des yeux qui convergent vers l'intérieur. Oui. Cet enfant, c'est une poupée de chiffon. Oui, automatiquement, ça nous alerte. Je vous dis encore une fois, parce qu'il n'y a rien de visible. L'interrogatoire, on interroge les parents, ils ne vont pas vous dire la vérité. Oui. On a la nourrice ne va pas dire la vérité. Le seul recours, donc, c'est de faire une IRM et de découvrir qu'il y a des lésions cérébrales importantes. Et plus le secouement est important, plus la lésion est importante, plus le handicap est important. Très bien. Alors, quand on parle de sensibilisation, on parle de prévention. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez alerté donc, le ministère de la Santé pour que ça soit inscrit sur le carnet de santé de l'enfant. Il y a aussi ce cursus peut-être médical qu'il va falloir, où il va falloir introduire ce module, ou bien cette définition, ou bien ce syndrome du bébé secoué. Est-ce que, en tant qu'association, vous avez lancé l'alerte, j'imagine, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel résultat aujourd'hui? Ben, écoutez, je vous dis encore une fois, au niveau du ministère de la Santé, donc ils ont pris cela, c'est sérieux. Hein. Et il y a l'UNICEF. Oui. J'en ai parlé avec l'UNICEF. Nous devons signer aussi une convention avec l'UNICEF parce que l'UNICEF s'occupe des enfants. Oui. Donc, c'est un sujet très important. Parce que ce bébé va être adulte, il va être handicapé. Encore, j'ai dit, ça va être une charge pour la famille, pour l'État. Pour le pays, bien sûr, parce qu'on est obligé de les prendre en charge. Et l'UNICEF, c'est la protection de l'enfant, de l'enfance. Donc, nous allons, justement, je dois les rencontrer. Je les ai déjà rencontrés lors de la prévention, la semaine de prévention à Boumerdes. L'OMS, l'UNICEF, le ministère de la Santé. Et je suis en train de batailler pour qu'on puisse le rajouter dans le cursus même des sages-femmes. Parce que, attendez, on a parlé, mais par exemple, réanimer un enfant. Oui. On arrive avec un enfant qui fait une apnée, qui a un problème, on essaye de réanimer l'enfant. Il ne faut pas le violenter. Parce qu'on ne connaît pas. Alors la plupart du temps, on tape. Le fait qu'un enfant vienne au monde, il est cyanosé. Mais elle, on n'a pas vu son apgar. Le fait de le prendre, un nouveau-né qui vient de naître, des fois, on a tendance, dans le corps médical, à prendre l'enfant par les pieds, secouer. Secouer, oui. Ben, écoutez, on va essayer de le faire pleurer, mais on ne sait pas les dégâts qu'on a provoqué chez lui dans son cerveau. Chez l'enfant, chez ce nouveau-né qui vient d'arriver au monde. Et c'est une pratique très qu'on voit tout le temps. À la naissance de l'enfant, on le balance. Ben, maintenant, donc c'est pour ça que je vous dis, au niveau, nous avons les centres de référence. Nous, actuellement, nous avions signé pour 20 centres de référence. Nous sommes partenaires d'égal à égal avec le ministère de la Santé, l'association algérienne. Donc, nous allons commencer par faire des formations au niveau de ces centres de référence. Très bien. Au moins, avec les sages-femmes, les pédiatres, les généralistes. Par la suite, nous, on demande aux médias de nous solliciter pour que nous puissions. Parce qu'on parle, il y a des journées dans lesquelles, la journée de la sage-femme, la journée du VIH-Sida, une fois, c'est des journées, on doit en parler régulièrement. Oui. On doit en parler régulièrement. Parce que ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement même chez nous, le syndrome du bébé secoué. Oui, mais on n'en parle pas. Je dis encore, il y a une chape de plomb. Qui c'est qui va venir vous dire, déjà, si c'est la maman et que le mari n'est pas là, elle ne va pas lui dire, je l'ai sermonné, je l'ai malmené. Elle ne va pas le dire.
va dire il va pas bien, il va bien, on va aller chez le truc. Et je voulais rebondir sur la dépression du postpartum, dans laquelle il y a beaucoup... C'est étroitement lié. Beaucoup de syndrome de bébé secoué. Pourquoi? Parce que la mère, déjà, elle est en dépression, donc automatiquement, elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour cet enfant. Et il y a aussi, quand on parlera, Inch'Allah, de la dépression du postpartum, on va rebondir encore une fois sur ce syndrome de bébé secoué. Et même un enfant de 5 ans, il peut malmener il peut prendre son frère de 12 mois ou là de 2 ans, et le secoue. Peut-être c'est un jeu, peut-être qu'il est en colère, il en veut après son frère, mais on ne sait pas les dégâts. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser son enfant sans surveillance. Absolument. Avec un autre enfant. Absolument, absolument. Pour les parents, c'est souvent lié donc, à une dépression, vous l'avez dit, c'est étroitement lié, à une saturation par rapport à la naissance de ce nouveau-né qui pleure tout le temps. Oui, c'est la plupart du temps, c'est vraiment, ils sont excédés, ils n'arrivent plus à se contrôler, ils ne savent pas comment calmer cet enfant, et là, ils passent à l'irréparable, et c'est trop tard. Voilà. Alors, la formation, vous l'avez dit, c'est important. Former déjà le personnel médical, sensibiliser aussi les parents à ce syndrome qui pourrait vraiment, par manque d'inattention ou dans un moment où, comme vous dites, on est accidentel, c'est pas voulu. Oui, absolument. Parfois, c'est pas voulu. Oui. Donc, c'est pour cela que il faut... Alors, nous, on a demandé au ministère de la Santé de nous rajouter la consultation prénatale, une dédiée à la dépression et la deuxième au bébé secoué. C'est-à-dire nous préparer ces futurs parents ou ses parents à cette naissance et à la prise en charge de cet enfant pour ne pas faire un enfant handicapé à vie. On le fait très bien pour l'allaitement aujourd'hui chez bah, nous. Oui, on le fait très bien. On est arrivé à vraiment pousser la maman à allaiter dès le premier jour son enfant en milieu hospitalier, dans les cliniques ou en privé ou dans le public. C'est à cela que vous voulez arriver? Oui, par rapport pour revenir à l'allaitement. Nous sommes les précurseurs de l'allaitement. J'espère qu'on viendra vous faire quelque chose sur l'allaitement. Donc, avec plaisir. Oui, bien sûr, nous sommes... Je rappelle que votre association existe depuis... 37 ans. 40 ans, j'allais dire presque 40 ans. 37, maintenant 38 ans. Donc, c'était Chadli Ben Jdid, Allah yarhamou. Il y avait le professeur Tedjini Hiddem qui était le premier président de cette association. Nous avons Madame Bitat, qui est vivante, qui est membre fondateur de cette association. Nous avons le professeur Soukhel et Madame Soukhel, Madame Soukhel est toujours avec nous dans l'association. Très bien. Pour dire que vous accompagnez la santé publique depuis le début et pour preuve, l'allaitement, ça a eu un résultat incroyable au niveau donc des structures. Il y a du personnel médical qui vous informe sur les bienfaits de l'allaitement. C'est ce qu'on devrait avoir aussi parce qu'on n'en parle pas du tout en milieu hospitalier, dans les cliniques, à la maternité. Il y a les bienfaits de l'allaitement et les maux de l'allaitement. On parle des bienfaits et on parle des maux. Quand je dis les mots, c'est tous ces abcès, c'est ce qui la femme appréhende, elle a peur. Donc il y a une façon d'installer ce bébé, il y a une façon de lui montrer comment allaiter, il y a une façon pour lui éviter les crevasses, pour lui éviter des gerçures. Il y a beaucoup à faire. Et nous sommes volontaires, on est prêts à donner le peu que nous savons et alerter pour que nos futurs enfants vivent dans d'excellentes conditions et en parfaite santé. C'est l'objectif même. Alors, il est 10h45 sur Alger Chat3. Je rappelle que nous parlons ce matin du syndrome du bébé secoué en compagnie de notre invitée, Madame Brahimi El Khamsa, présidente de l'Association algérienne de planification familiale. Restez avec nous si vous voulez poser vos questions. Évidemment, vous le pouvez au 021 48 15 15. Le syndrome du bébé secoué, c'est notre thème ce matin. Restez avec nous, on revient juste après. Il est 10h50 sur Alger Chat3. C'est votre
votre émission Ça vous concerne. Nous continuons à parler du syndrome du bébé secoué avec Madame Brahimi El Khamsa, présidente de l'Association nationale de planification familiale. Et elle est avec nous, avec d'ailleurs un mannequin, poupée mannequin, pour nous dire comment faire, comment détecter qu'un bébé est secoué. Alors il y a évidemment ce secouement qui est exercé par les parents excédés, on l'a dit au début de l'émission. Il y a aussi ce secouement qui est parfois exercé par un autre enfant sur ce bébé. On a dit de 2 ans à 4 ans, il y a même des jeux et des pratiques à éviter et qui pourraient donc provoquer des lésions importantes. Vous l'avez dit, ce sont des lésions irréversibles, on ne peut plus récupérer cela. Oui. Oui. Alors, quels sont ces jeux qui sont absolument à éviter, ces pratiques peut-être, on connaît certaines comptines qu'on chante à l'enfant et qui nécessitent de secouer l'enfant sur ses genoux, c'est des pratiques à éviter. Oui. Donc, ce qui est à proscrire, c'est d'abord le jogging, courir avec son enfant sur le dos ou sur la poitrine. Oui. Il y a, comme vous dites, la balançoire. Oui. Le parent peut prendre l'enfant sur ses genoux et chaque fois, encore une fois, le syndrome du bébé, c'est quoi? C'est ce petit cerveau qui est ballotté de droite à gauche, latéralement ou d'avant en arrière. Et à chaque secousse, il risque d'y avoir des petites hémorragies. Parce que c'est fragile, la boîte crânienne, elle est beaucoup plus importante par rapport au petit cerveau, d'où ce ballottement d'avant-arrière et qui peut donc provoquer des hémorragies. Donc la balançoire est à proscrire avant 4 ans. Oui. Le fait on a tendance à prendre et de faire sauter et de récupérer l'enfant. Oui. Ça le fait rire, hein, mais c'est ce que je vous dis, parce que pour les parents, c'est anodin. Au contraire, l'enfant, plus il saute plus haut, plus il est content. Oui. Et les parents ne le savent pas. Le fait de mettre un bébé dans une poussette et de demander à sa petite soeur, son grand frère ou sa grande sœur, de lui dire, écoute, je suis occupée, s'il te plaît, ce que tu peux, tu le berces pour qu'il puisse dormir, s'endormir. Ça devient un jeu, les enfants. Il va le pousser, et puis ça va être en accentuant. Ça devient un jeu. Et à chaque fois, ce petit cerveau, le pauvre, se cogne et il risque d'y avoir des hémorragies. Le fait de la petite balancelle, c'est la même chose. Donc il y a des jeux, il y a une façon d'occuper un enfant et de le rassurer sans passer, je vous dis encore une fois, on achète des balancelles, la poussette on donne au bébé, et là, nous, il faudrait faire de la sensibilisation, et pour les parents, et pour la famille aussi, parce que l'enfant peut être déposé chez sa tante, il faut que nous soyons vigilants, et il faut que les gens soient conscients de l'importance et de l'impact et de la gravité de ce syndrome. Il faut qu'on confie ces enfants à des gens de confiance non seulement, et puis des gens qui sont au courant qu'il ne faut pas secouer un enfant avant, donc ni jouer avec lui avant 4 ans. Moi, je suis une maman. Excusez-moi, je suis une maman, je dois confier mon bébé. Sachant que je suis au courant. Je le laisse chez la grand-mère ou là. Je vais lui dire à la belle-mère ou écoute, voilà, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. Attention, surtout, j'ai appris que c'est très grave, ça peut aller jusqu'à la mort du bébé. Il peut devenir aveugle, il peut devenir sourd, il peut devenir impotent. Il y a beaucoup de facteurs et on ne peut pas traiter. Donc, je pense que le bouche à oreille, les médias, peuvent faire ce travail de sensibilisation. Alors, il ne suffit pas de secouer l'enfant plusieurs fois, c'est en fait la force du secouement qui détermine la lésion. Une fois, un seul secouement peut provoquer des lésions. Et je vous dis encore une fois, c'est la façon de prendre, parce qu'il est bloqué dans le dos, il est bloqué côté poitrine, et on secoue.
Scott, et puis c'est là que l'irréparable arrive. Oui. Pour transporter son enfant, là aussi, il faut être vigilant, ou en voiture, ou bien par un autre moyen de transport. Étant donné, plus l'enfant est petit, le jeune âge, il y a une façon de prendre. Par exemple, pour prendre un bébé, nous, quand à la naissance, comment il y a 7 mains qui va être... Je rappelle aux auditeurs qui peuvent revoir l'émission parce que vous montrez des gestes à suivre en direct et c'est en streaming, c'est tant mieux. Une main qui maintient cette tête qui est beaucoup plus lourde par rapport au tronc et ces petits... D'ailleurs, il a un scotch. Oui. J'ai mis du truc pour expliquer le pourquoi. Oui. Parce que les muscles... sont fragiles. Ils sont pas développés. Et le poids de cette tête, ces muscles ne peuvent pas tenir. Alors vous voyez, quand on prend un nouveau-né, un bébé de 2 mois, qu'est-ce qu'il a tendance à balancer la tête vers l'arrière? Parce qu'il ne peut pas la soutenir. Alors, de surcroît, que ces muscles sont immatures, ils ne sont pas développés. La tête, la grosseur de la tête par rapport au poids, plus le secouement. Donc vous voyez un petit peu ce que ça, les dégâts que va provoquer un secouement. Il suffit d'un seul secouement. Un seul. Et ça pourrait donc provoquer l'irréversible. Je pense aussi aux attractions, petites attractions là qu'on offre aux enfants et qui secouent aussi l'enfant. Vous l'avez dit, c'est pas que le nourrisson qui est concerné, c'est jusqu'à 4 ans, il faut être prudent. Il faut être prudent et vigilant, donc éviter toutes ces attractions qui peuvent secouer l'enfant. Après 4 ans, ça va. Mais de 0 à 4 ans, il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Alors, on rappelle justement qu'il faut il est recommandé de laisser l'enfant pleurer et non de le porter quand on est excédé et de faire donc ce geste de commettre l'irréparable. Écoutez, plus l'enfant va pleurer, plus les parents vont s'énerver. Parce que il n'y a pas d'issue. Ils ont beau essayer de le calmer et cet enfant pleure. La seule chose de faire, il faut, pour que les parents déjà se calment, aller le déposer dans son lit. S'il y a la lumière, laisser la petite veilleuse. S'il y a une petite musique, mettre une petite musique, fermer la porte. Le papa, je suis tabacologue, je ne vais pas parler. Le papa va prendre une bonne respiration, prendre un thé, une tisane, n'importe quoi, discuter avec son épouse. Une fois qu'il est calme, ils vont jeter un coup d'œil, s'assurer que ce bébé dort. Il est calme et Rouma, ils vont terminer leur nuit. Alors justement, comment former ces couples qui vont avoir un enfant? Est-ce qu'il est possible de les former? C'est la prise en charge. Normalement, il y a une consultation parentale. Avant la naissance de l'enfant. Avant la naissance de l'enfant, expliquer à quoi ils s'attendent. La venue d'un nouveau-né, ça perturbe beaucoup, ça chamboule beaucoup de choses. De la bourse au temps à beaucoup de choses. Donc, expliquer, à chaque consultation, expliquer, lui dire, voilà, vous vous préparez à avoir un bébé, voilà ce qu'il faut. Et c'est le travail, justement, que vous faites. Le rôle de la sage-femme, lors de la consultation, le rôle du gynécologue. Tout le personnel médical est impliqué. Et le mouvement associatif également, à travers votre association, un travail formidable que vous faites au niveau donc, des établissements, avec le ministère de la Santé, puisque vous êtes son partenaire. Je vous remercie, Madame Brahimi El Khamsa, pour votre intervention et vos explications. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association algérienne de planification familiale. Vous êtes aussi sage-femme de formation. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres thèmes, évidemment. Je remercie Hakim Belmoussa qui était à la réalisation, Yassine au streaming, c'est-à-dire à la technique, et puis Nesrine à la régie d'antenne.